Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 22 février 2025, il est 8h et nous allons vous accompagner comme chaque matin jusqu'à 9h30 et Amel arrive déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va Amel? Ça va très bien, ça merci. Se passe bien? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, 22 février, c'est une journée quand même assez particulière puisqu'aujourd'hui nous célébrons la Kasbah. Oh, c'est magnifique la Kasbah. Eh ben voilà. D'ailleurs, on en parlait hier. On en parlait hier, on va en parler encore aujourd'hui. Peut-être que ce sera le déclic pour toi pour aller faire un tour. Ah oui, franchement. D'aller visiter. J'aurais aimé. Même ma soeur, elle est fervente de. Eh ben voilà, aujourd'hui c'est samedi, il va faire beau aujourd'hui. Oui, malheureusement, oui. Oui, malheureusement, mais pas bon. À l'ouest, hein, pas à l'ouest. D'accord. Alors oui, malheureusement, oui, mais oui, heureusement, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de la Kasbah. En plus, on pourra s'organiser. Oui, le fin de week-end aussi. Fin de week-end, et puis aujourd'hui c'est la Kasbah, on pourra aller visiter la Kasbah. Ah bah tant mieux pour les autres, n'est-ce pas? Et pourquoi oui. Pas toi? Non. Non, pas aujourd'hui. Moi, ça me plairait aussi sous la pluie. Hein. Ah d'accord. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci pour toi. Pas du tout. Ouais. Ça c'est Amel, hein. C'est Amel Laribi. Pas du tout. Je ferai avec. Hein. Ça c'est Amel Laribi. Alors justement, donc comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler donc de la Kasbah. Nous allons revenir sur cette journée nationale de la Kasbah, donc qui correspond au 22 février de chaque année. Et aussi, donc nous allons parler de cuisine aujourd'hui. Ça c'est intéressant. Voilà, mais on va en parler d'un angle assez particulier. D'accord. Et bien puisque Nabil Kitoni sera parmi nous, comme chaque samedi d'ailleurs, et ben il va nous parler de cinéma et de cuisine. Cinéma associé à la cuisine. Cinéma associé à la cuisine. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça, n'est-ce pas? Bah, je vais suivre tout à l'heure. Hein. Et donc, toujours, comme chaque samedi, notre ami Yassine Yalla, il sera parmi nous aussi ce matin. Donc, toujours, il va nous faire découvrir quelques petits secrets, donc de tout ce qui est entretien d'embauche, tout ce qui est de CV. Et aujourd'hui, il va nous parler des clauses particulières du travail. Il y en a pas mal. Et on va énumérer quelques-uns en sa compagnie. Et bien sûr, comme chaque samedi, Amina Zeri sera parmi nous ce matin. Elle recevra ce matin un écrivain qui va donc revenir un peu sur son travail et son parcours pour la promotion du patrimoine. Voilà donc pour le programme. Voilà. De cette matinée. Mais tu disais il va faire beau, mais pas à l'ouest apparemment. Pas à l'ouest. Il y a du nouveau donc aujourd'hui. C'est exceptionnel pour l'ouest. Hein. D'habitude c'est le centre et l'est, mais l'ouest c'est un peu. Un peu rare. Un peu rare. Oui. C'est rare. Oui. Et ben voilà. Donc encore une fois, la nature qui dit son dernier mot. Et même le réchauffement, toujours. Et même on le n'en parlera réchauffement, jamais effectivement. C'est le réchauffement climatique là. Effectivement. Allez, on va voir un peu plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc tu nous disais qu'il va faire beau, mais alors pour revenir un peu à ta logique par rapport à ce qu'il va faire beau, il va pas faire beau. Exactement. Alors donc il va faire beau à l'ouest, il fera pas beau au centre et à l'est. Voilà, bien sûr, ce sera le contraire pour nous. Bah oui, voilà. Alors vas-y, on te laisse nous donner un peu plus de détails pour comprendre un peu cette confusion entre ce qui va faire beau et pas beau. Ça ne concerne que moi. C'est très particulier à Amel Laribi. Merci à toi, Amel. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit des passages nuageux sur l'ouest et le centre-ouest du pays. Et ces nuages vont donner quelques pluies sous forme d'averses orageuses sur les régions de l'ouest. Mais ces pluies sont localement assez marquées, mais en soirée, vers les régions côtières et intérieures. À l'est, eh bien, on aura de la brume en ce début de matinée sur le haut plateau est. Et le ciel restera généralement dégagé à partiellement voilé. La moitié sud connaîtra aussi un ciel partiellement nuageux de la Saoura vers le Nord Sahara, les Oasis et le Sahara central, avec toujours des pluies par endroits cette fois-ci, mais en soirée vers le Bécharoua et le Nord Sahara, partout ailleurs rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé et à noter toujours quelques soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles seront plutôt élevées vers le centre, plus exactement Alger, avec 24 degrés, 23 à Naba, 22 Tizi Ouzou, également Galma, 20 degrés à Oran, 21 à Tlemcen, 19 Tiaret, également Batna, 17 du côté de Constantine, Sétif, Djelfa, 16 degrés à Al-Bayad, 19 vers le sud du côté de Béchar, 20 degrés Gardaya, 23 Biskra, 21 Ilizi, 26 à Tindouf, 25 à Drar Timimoun, 24 degrés à Ain Salah, 28 Bourj Bedi Mokhtar, en passant par les 30 degrés le maximum à Ain Ghazan.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes, d'ouest en est, avec des vents faibles sur les côtes centrées est 10 à 30 km/h et les vents seront variables, jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest. Les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera couvert à Montréal et également Miami. Des nuages accompagnés de pluie à Vancouver, des passages nuageux à Dallas, peu nuageux par contre en Californie, également Washington et New York, partiellement voilés à Mexico. Côté Mercure, moins 2 degrés le minimum à Montréal, 5 à New York, 6 à Washington, 10 degrés à Vancouver, 11 Dallas, 23 à Miami, également Mexico, en passant par les 26 degrés cette fois-ci, le maximum en Californie. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, c'est donc les nouvelles du ciel. Alors, Amel, on note quand même des températures assez élevées pour un mois de février. Oui. Surtout au centre, 24 degrés. 24 degrés. Hier, on a eu 26 degrés du côté de Tlemcen. Mais aujourd'hui, il y a une baisse sensible. Donc, Et on rappelle à chaque fois que Amel, ce sont des températures à l'ombre qu'on donne. Exactement. C'est Donc, bien de toujours... le signaler, c'est toujours à l'ombre. Oui. Donc, on peut rajouter 2 à 3 degrés par endroit. Voilà. Et c'est, on va dire, c'est un temps qui est très propice pour les maladies. Par contre. Oui, le chaud et le froid. D'ailleurs, oui, en ce moment, il y a beaucoup de cas de grippe. Beaucoup de cas de grippe, surtout que le virus cette année, il est quand même assez méchant. Il est assez fort, oui. Oh là là. Surtout la toux. Hein. Oui. Les gens se plaignent de la toux qui persiste. Et après, ça joue sur tout le métabolisme. Hein, exactement, donc, oui. Effectivement. Alors mais c'est plus fort que nous. Hein, quand il fait chaud, la première des choses qu'on fait, c'est d'enlever Après, surtout que nous sommes dans des villes côtières, donc en plus de la chaleur, il y a l'humidité. Exactement. Qui ne rend pas trop service non plus. Du tout. N'est-ce pas? Oui, malheureusement, oui. Bah, il faut faire avec. Exactement. Il faut faire avec, mais en attendant sinon, des jours meilleurs. En attendant des jours meilleurs, ça viendra? Inch'Allah. Selon Météo Algérie? Oui, Inch'Allah, il y aura quelques pluies. Ah ben voilà, ça. Déjà, ça commence par l'ouest et donc ça va arriver. Ça va se propager un peu sur le centre. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Donc il faut juste faire attention, encore une fois, par rapport aux températures et par rapport surtout à... C'est comme les températures en ce moment, c'est comme le yo-yo. Oui. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais c'est comme ça. Pour un mois de février. Surtout pour un mois de février, c'est un peu... Oui. On a des températures assez élevées quand même pour un mois de février, donc c'est des températures hors saison. Et puis on compte qu'il y a le mois de Ramadan qui arrive à grands pas. Ah oui, franchement. Alors on espère quand même qu'au moins les premiers jours soient plutôt agréables. On verra bien. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après le visite du midi, après celui de 19h. On se retrouve demain à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie en compagnie de votre ami Radia Boulmaali. Ah, c'est le retour. C'est le retour, voilà. On espère qu'elle s'est bien reposée. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi. Allez, à tout à l'heure. Donc, on continue, ce sera pause musicale comme d'habitude et on se retrouve juste après.
retour sur le plateau et cette fois-ci, donc comme chaque samedi, nous allons parler de travail. Et cette fois-ci, ça va être les clauses particulières qu'on retrouve dans le contrat de travail. Ce sera en compagnie donc de notre ami Signala et ce sera juste après cela. Bonjour Yacine. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien et toi? On a passé une bonne semaine? Une bonne semaine, Une bonne semaine. C'était plutôt agréable. Hein? C'était agréable. On en parlait avec Amel Laribi, il a un petit peu fait chaud. Il a fait chaud, oui, pour la saison, en effet. Pour la saison, oui. Voilà, mais on va essayer de s'adapter. Exactement. On n'a pas trop le choix non plus. Hein? On n'a pas le choix, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Par contre, on a le choix sur pas mal d'autres choses. Par exemple, un contrat de travail qu'on doit lire convenablement et non pas de façon diagonale ou scanner un contrat de travail. Absolument. Alors un contrat de travail va vous poser directement, vous positionner directement dans l'entreprise. Oui. Donc il est important de savoir quelles sont les clauses obligatoires, mais surtout aujourd'hui on va parler des clauses particulières du contrat de travail. Voilà. Tu sais, ces petites lignes que personne ne lit, juste quand ça commence à poser problème, voilà. Là on commence à décortiquer. C'est ça justement dont on va parler aujourd'hui. Donc on revient par la suite, donc quand on commence à avoir des problèmes, on revient par la suite. Au contrat. Et donc après, parfois c'est trop tard, on a déjà signé. Exactement, on a déjà signé. Donc, et ces lignes-là, ces clauses particulières, c'est pas là uniquement pour faire joli ou pour combler un vide, c'est une obligation légale. Vous signez un contrat, c'est l'article 106 du Code civil, le contrat fait la loi des parties. Donc il est impératif de savoir tout ce que le contrat contient et pas uniquement les clauses obligatoires. Pas uniquement les clauses obligatoires, effectivement. Alors, les clauses, d'une manière générale, il y en a combien? Est-ce que c'est selon le travail qu'on va donc avoir, selon les entreprises, ou il y a quand même, selon la loi, des clauses particulières et un nombre de clauses particulières? Alors, il n'y a rien qui dit qu'on doit avoir un certain nombre de clauses dans son contrat de travail, que ce soit un CDI ou un CDD. En revanche, il faut impérativement qu'il y ait 3 clauses obligatoires. Après, tout le reste est important, mais est secondaire ou particulier. Mais le nombre de clauses obligatoires dans un contrat de travail, autrement le contrat est nul et non avenu, et il n'a aucune valeur juridique, c'est 3 clauses uniquement. Alors les 3 clauses, là un petit rappel rapide avant de parler des clauses particulières. La première clause, c'est le poste. Je vais être positionné dans l'entreprise en tant que quoi? Que comptable, réceptionniste, secrétaire, directeur, etc. La première clause, c'est le poste du travail. Il est important de voir si ça correspond à ce qui a été discuté le jour de l'entretien ou si ça correspond justement à mon profil. Si j'ai fait de la RH toute ma vie et je retrouve sur un contrat de travail que je vais occuper un poste de comptable, ça ne correspond pas à mon profil. Ça ne correspond pas au profil, tout à fait. La deuxième clause obligatoire dans un contrat de travail, c'est le salaire. Ça intéresse tout le monde, qu'alors que ce soit en net, en brut ou un salaire de base, il faudrait qu'il figure impérativement sur le contrat de travail. Autrement, le contrat est nul et non avenu, aucune valeur juridique. Troisième clause obligatoire, c'est le lieu de travail ou le lien de subordination. Le lieu de travail, alors je peux dire que X, monsieur, madame, exercera ses missions aussi au niveau du siège social de l'entreprise 6A, et là je cite l'adresse, ou bien si je dis tout simplement, monsieur ou madame X exercera ses missions au niveau de la direction marketing ou de la direction comptabilité. Là je sais où je me positionne géographiquement et aussi dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Voilà, ce sont les 3 clauses obligatoires. Alors ça, ce sont des clauses obligatoires et ce sont généralement des clauses qu'on connaît au préalable parce qu'on en a déjà discuté lors de l'entretien d'embauche d'ailleurs. Absolument. Pas? Mais sinon, les autres clauses auxquelles on ne fait pas très attention. Très attention, et c'est ça justement le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Ce sont les clauses particulières. Alors on commence par la clause de confidentialité. Alors celle-ci, c'est l'équivalent de motus et bouche cousue. Tout à fait. Tout à fait. Alors, avec cette clause, on ne peut pas divulguer des informations ou des secrets internes de l'entreprise. Alors, si par exemple, je donne un exemple de manière très grossière, si par exemple tu travailles dans une entreprise ou dans une usine qui a développé une recette secrète de chocolat, ben sûrement ça existe. Alors là, tu ne peux pas divulguer les secrets de cette recette, ni à tes voisins, ni à tes amis, ni à ton conjoint, ni surtout pas sur les réseaux sociaux non plus. Voilà. Donc, où est-ce qu'on retrouve cette clause? On la retrouve dans les domaines de l'IT, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de IT, Information Technology, tout ce qui est l'informatique, le conseil. Et surtout dans les usines, dans le domaine de l'industrie. Alors, vous travaillez dans une usine, vous êtes appelé à connaître des procédés de fabrication,
de recettes, vous êtes appelé à connaître des modes opératoires, des procédures, etc. Oui. Et il est interdit de divulguer. Et s'il s'avère que vous avez divulgué une information, c'est-à-dire si l'employeur a une preuve… C'était la question que j'allais te poser, justement. Oui. Alors, s'il s'avère que j'ai divulgué une information et que j'ai une clause de confidentialité, ça ne relève plus du social, ça ne relève plus du civil, ça relève carrément du pénal. C'est l'article 302. Oui, c'est l'article 302 du Code pénal relatif à la divulgation d'informations à autrui. D'accord. Alors, si par exemple l'employé, on va dire, il a démissionné ou on va dire il a été licencié de cette entreprise, généralement, ça ce sont des choses qui arrivent parce que là, tu me fais rappeler une histoire d'une employée, ça doit être une histoire que tu connais, j'imagine, parce que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a été donc licenciée d'une grande entreprise ou d'une grande marque de fabrication de café et tous les dérivés du café. Donc, pour se venger de l'entreprise, elle divulgue sur les réseaux sociaux toutes les recettes donc, du café et dérivés. Excellente question. Excellente question. Alors, ouais. La particularité de cette clause, c'est qu'elle continue à exister, à continuer à prendre effet, même après votre départ. Alors, toujours pour garder l'exemple du chocolat, si tu quittes justement cette usine de chocolat et que tu veux écrire un livre sur comment, voilà, les secrets de fabrication du chocolat chez mon ancien employeur, c'est juste pour donner un exemple, voilà. C'est juste pour illustrer l'exemple. Eh bien aussi, on peut très bien vous attaquer par rapport à ça. Parce que cette clause continue à prendre effet même après votre départ, attention. D'accord. Donc voilà, il faut faire très attention. Cela va de soi, Nour. Tu travailles dans une entreprise, tu es appelé à connaître les secrets internes, les procédés de fabrication, déontologiquement parlant et éthiquement parlant, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de divulguer les secrets de fabrication. C'est vrai que lorsque nous sommes dans une entreprise, c'est comme on est chez soi, finalement. Exactement. Ça ne se fait pas de parler. Et puis, même, vous compromettez votre intégrité personnelle et professionnelle. Et aucun recruteur, aucune entreprise ne vous respectera ensuite. Parce que, comme vous avez fait avec votre ex-employeur, vous ferez certainement avec moi. Exactement. On risquera de le faire avec d'autres entreprises, tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Donc ça, c'est l'une des clauses particulières. Une autre clause particulière, la clause d'exclusivité. La clause d'exclusivité, voilà, la clause d'exclusivité, c'est un seul patron. Pendant que mon contrat de travail est en vigueur, je ne peux travailler chez quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu travailles dans une entreprise en tant que graphiste ou infographe, on dit graphiste maintenant plus qu'infographe, bien que les deux soient corrects. Alors, si tu travailles dans une entreprise en tant que graphiste et que le soir, tu fais des logos pour un client, même si ça n'affecte pas ton travail principal, tu n'as pas le droit de faire ça. Cette clause t'interdit de travailler pour quelqu'un d'autre, même pas en freelance. Même pas en freelance. Attention, il y a des limites. Cette clause a des limites. C'est-à-dire que si tu travailles à mi-temps, si tu n'as pas un contrat à plein temps, si tu travailles à mi-temps, l'employeur ne peut pas t'empêcher de travailler, d'avoir un deuxième boulot. Contrat ou à condition que ça ne soit pas chez un concurrent. Autrement, tu peux. Si tu travailles à mi-temps. Mais si tu travailles à plein temps, la clause d'exclusivité t'interdit d'avoir n'importe quel autre job, quelle que soit sa nature. Et même ce qui est déjà permis par les employeurs. Je m'explique. Tu travailles dans une entreprise, tu as un contrat de travail, tu peux exercer trois fonctions, trois métiers. Le coaching sportif, en dehors des heures de travail, que ce soit dans une équipe de quartier ou dans une plus grande équipe. Tu peux travailler dans une association caritative, comme le Croissant Rouge algérien. Oui, après ça, c'est un travail vraiment à but non lucratif aussi. Ça peut être à but lucratif aussi. Personne ne te dira quoi que ce soit. Et troisième, l'enseignement. Tu peux enseigner après les heures de travail ou pendant le week-end, à condition que ça ne soit pas pendant les horaires de travail, sauf si tu es explicitement autorisé par ton employeur. Voilà. Mais avec la clause d'exclusivité, tu ne peux même pas faire ce qui est déjà permis. Ce sont ces trois. Je parle notamment de ces trois métiers. D'accord. Et en général, elle est rémunérée. La clause d'exclusivité, elle est rémunérée. Et elle concerne en général les gens qui ont un poste de responsabilité, etc. C'est pour les avoir pour eux pendant toute la durée de… Mais sinon, pour la clause d'exclusivité, pour revenir encore une fois sur cette clause, parce que quand même, elle est on va dire, restrictive pour la personne, pour l'employé, pas pour l'employeur, mais pour l'employé, elle est plutôt restrictive. Mais est-ce que dans la clause d'exclusivité, on peut avoir une autorisation, par exemple ?
Oui, alors pour l'enseignement, oui, tu peux avoir une autorisation. Clauses. Alors en général, dans les entreprises où ces autorisations peuvent être délivrées, si par exemple tu fais de l'enseignement, si tu veux faire de l'enseignement pendant les horaires de ton travail, on peut prévoir dans la convention collective ou dans le règlement intérieur ou dans l'accord collectif 4 heures ou 6 heures par semaine en tant qu'enseignant. Là, tu fais une demande directement auprès de ton employeur, une demande écrite qui doit être approuvée, bien entendu. Et après ça, on te délivre une décision ou un accord ou une permission. Oui, mais il faut que ça soit quelque chose d'écrit et de signé par ton responsable qui te dit que tu peux exercer, que tu bénéficies de 4 heures ou de 6 heures rémunérées pour aller faire de l'enseignement par semaine. Voilà, 6 heures, 4 heures. La norme, c'est 6 heures, 4 heures dans les entreprises publiques. Hein. Voilà, généralement, c'est entre 4 et 6 heures. Entre 4 et 6 heures dans les entreprises publiques. Une autre clause aussi, Yacine, la clause de non-concurrence. Oui, la clause de non-concurrence. Alors, la clause de non-concurrence, celle-ci, c'est que même après mon départ, je travaille dans une entreprise, même si je démissionne, je n'ai pas le droit de travailler chez un concurrent et je n'ai pas le droit de créer ma propre boîte dans le même domaine ou dans le même secteur d'activité. Mais attention, on ne peut pas se faire plaisir avec cette clause. Elle est soumise à des conditions. La première… Logiquement, oui, parce que là, là j'ai envie de dire, c'est discriminatoire, carrément. Oui, mais l'entreprise protège ses intérêts aussi. Certainement. Et ce sont de bonnes guerres, ça c'est parfaitement compréhensible. En revanche, j'ai dit qu'elle est soumise à des conditions. La première, la condition c'est quoi? C'est qu'elle est limitée dans le temps et l'espace. Voilà. Dans le temps, je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je travaille dans une entreprise, je suis parti de l'entreprise, j'ai démissionné de l'entreprise, et cette clause, elle est limitée dans le temps. En général, la norme, c'est 2 ans, 3 ans. Pendant 2 ans ou 3 ans, je n'ai pas le droit de travailler chez un concurrent. Je ne peux pas interdire à un salarié de travailler chez un concurrent ad vitam aeternam, c'est-à-dire que ce n'est pas une clause qui est éternelle. Oui. Voilà. Et elle est aussi limitée géographiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un poste à Alger, je démissionne d'Alger et je vais résider pour des raisons, parce que j'ai envie ou par obligation, je vais aller résider à Adrar ou à Tindouf ou à Mostaranem. Là, on ne peut pas m'empêcher de travailler chez un concurrent parce qu'elle est limitée géographiquement et elle est limitée aussi dans le temps. Et aussi, certaines entreprises prévoient une indemnité compensatoire, c'est-à-dire une indemnité, une prime justement, qui répare ce préjudice de ne pas travailler chez un concurrent. Oui, c'est un préjudice, effectivement. C'est le cas de le dire parce que c'est vraiment restrictif et discriminatoire parfois parce que ne pas pouvoir, ça reste quand même un travail où on excelle le plus. Exactement. Donc, le fait de cadrer l'employé comme ça pendant 2-3 ans, ni à investir pour sa propre affaire, ni à aller chez un concurrent. Donc, effectivement, c'est restrictif. Mais bon, après, la loi… La loi trouve toujours l'équilibre. Voilà, le contrat fait la loi des parties aussi, comme je te disais au départ, c'est l'article 106 du Code civil. Effectivement. Voilà. Alors, une autre clause aussi, clause particulière, formation. Oui, la clause de formation. Alors, une formation gratuite offerte par l'entreprise, le rêve, mais il faut faire attention aussi. Alors là, je ne parle pas notamment des formations, des séminaires de 2-3 jours ou des formations qualifiantes, comme on les appelle dans le domaine de la formation, les formations qualifiantes de 5 jours. Ce sont des formations qui sont coûteuses, mais qui ne sont pas très, très coûteuses pour l'entreprise. Là, je parle des grosses formations, des formations diplômantes ou des formations certifiantes, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Alors, si l'entreprise vous paye cette formation, vous devez rester un certain temps après votre diplôme. C'est un retour sur investissement. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est le retour sur investissement. C'est normal, je débourse de l'argent pour mes employés, pour mes salariés. J'aimerais bien voir le retour sur investissement. J'aimerais bien voir les fruits de cette formation, leurs acquis, voir leurs acquis suite à cette formation. Alors, si vous démissionnez avant la fin de l'engagement, vous devez rembourser une partie ou la totalité de cette formation selon ce qui est dit dans l'engagement. Mais là, je préconise aux entreprises de ne pas inclure une clause de formation dans le contrat de travail et de faire à part entière, si toutefois il y a une formation diplômante ou certifiante qu'on offre à nos employés. Là, je propose de faire un contrat de fidélité ou un engagement directement, voilà, pour que ça soit mieux ancré dans la tête de… Voilà, c'est comme je disais au début, parce que ce sont des petites lignes, des petits paragraphes auxquels les gens ne prêtent pas attention juste quand il y a un problème.
Alors, quand j'ai mon contrat, comme je disais, je vois le poste, je vois le salaire, je vois le lieu de travail. Ce qui m'intéresse le plus à l'instant T. Voilà, le reste, je n'y prête pas attention, sauf quand il y a un problème ou un contentieux, etc. Là, je prends mon contrat et je décortique ligne par ligne. Oui, après, pour la clause de la formation, c'est vrai que la formation, aussi comme ça, où on investit beaucoup, donc des formations de longue durée ou des formations diplômantes, c'est pas à chaque fois, donc c'est occasionnel, où une entreprise peut offrir une formation. Oui, c'est occasionnel, mais aussi ça peut rentrer dans le plan de formation de plusieurs entreprises, notamment dans les entreprises publiques ou dans les hautes institutions de l'État, lorsqu'il y a des hauts potentiels ou des perles rares ou des pépites. Alors on aimerait bien, ou pas d'ailleurs, même s'il y a des profils à haute performance, là on peut les faire monter en compétences et on offre des formations, des masters, des doctorats ou des formations coûteuses en Algérie, comme je disais, ou même à l'étranger. Et là c'est normal, l'entreprise se protège, il y a de l'argent qui est déboursé, donc nécessairement j'aimerais bien voir le retour sur investissement. Le retour sur investissement, effectivement. Une autre clause aussi particulière, la clause de mobilité. Oui, la clause de mobilité, alors c'est tout simple, pour faire simple, si tu signes un contrat où il y a une clause de mobilité, tu acceptes que ton lieu de travail soit changé. Si aujourd'hui je suis une entreprise à Alger, je travaille dans une entreprise à Alger et que l'entreprise est en train de grandir ou de s'agrandir et que j'ai besoin d'un plus d'espace, je dois recruter beaucoup plus de monde et que le petit bureau que je loue ne suffit plus et que je dois aller plus loin dans une zone industrielle, etc. Peut-être ouvrir des annexes, peut-être ouvrir des antennes. Exactement. Là, je peux très bien transporter tout mon personnel avec moi ou cette clause de mobilité. Avec cette clause de mobilité, tu acceptes de changer de lieu de travail. Mais attention, elle ne doit pas être abusive. Et elle doit répondre aux besoins de l'entreprise. Aux besoins de l'entreprise. Aux besoins de l'entreprise. Alors, si l'entreprise justifie par une croissance ou par autre, là, elle n'est pas abusive. Autrement, elle peut être abusive. Voilà. Là, quand même, c'est une clause et il faut vraiment faire attention. Hein. Voilà, il faut faire attention. Parce qu'on peut tomber dans le piège. Voilà, s'il y a des entreprises qui existent dans plusieurs communes ou dans plusieurs wilayas d'Algérie, comme c'est le cas pour plusieurs entreprises, il y a des annexes, il y a des agences, etc. On peut très bien demander à quelqu'un de partir et là, l'entreprise aura raison de le faire. Hein. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut lire, il faut bien lire son contrat. Voilà. On insiste sur ça aujourd'hui. Il faut bien lire son contrat. C'est ce que je disais au début, au milieu, et je dirais ça à la fin aussi. Voilà. On ne le redira jamais assez. Jamais assez, tout à fait. N'est-ce pas? Ça va faire un petit peu comme les conditions, comment on appelle ça sur Internet quand on a envie de créer un compte, les conditions d'usage. Les conditions d'usage, qu'on ne lit jamais. Suivant, cocher, allez. Qu'on ne lit jamais, et par la suite, quand il y a un petit pépin. Quand il y a un petit pépin, on te dit, voilà, tu as signé. Voilà. Et on vous a informé. Exactement. On vous a informé, vous étiez informé. Exactement. Une autre clause particulière, la clause d'objectif. Oui, la clause d'objectif. Alors celle-ci, c'est pour les commerciaux. Alors vous avez par exemple une partie fixe et vous avez une partie variable. Alors la clause d'objectif, si par exemple aujourd'hui je suis un commercial et je suis obligé et je suis censé vendre 10 climatiseurs par mois, si j'en vends 9, je ne touche pas, le résultat n'est pas atteint et je ne touche pas l'indemnité. Je ne touche pas ma partie variable ou une partie de ce variable justement. Je ne touche pas la totalité. C'est ça la partie de la clause d'objectif. Elle touche en général les gens qui sont dans le commercial. Oui. Voilà, les gens qui sont dans le commercial. Parce que c'est vrai que dans d'autres postes, nous avons plus l'obligation des moyens, plus que le résultat. Celle-ci, c'est pour les commerciaux, etc. Voilà, donc là aussi, il faut attention, il faut qu'on le dise aussi, il faudrait que l'objectif soit smart, il faudrait que l'objectif soit atteignable. Soit atteignable et réaliste. Surtout. Je reviens à l'exemple du vendeur de climatiseurs. Si tu me demandes de vendre 10 climatiseurs par mois à Ouargla, par exemple, qui est une région de l'Algérie, qui est une région chaude, c'est parfaitement réalisable. Mais si tu me demandes de vendre 10 climatiseurs à Alaska ou au pôle Nord, voilà. Bon. Non, mais ça existe. Mais après l'adage, c'est vrai que lorsqu'on fait, en tout cas je me rappelle, lorsqu'on faisait les cours de marketing, on nous disait un bon marketeur et un bon vendeur, c'est celui qui vend le frigo à un Esquimau. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais après, ce qui est dit et ce qui est appliqué sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Voilà, la réalité du terrain, pardon. Le terrain a toujours son mot à dire. Exactement. Et il faut s'adapter, effectivement. Alors là, ce sont les clauses les plus importantes que nous avons vues, des clauses particulières. Est-ce qu'il y aurait d'autres clauses, probablement? Alors, ces clauses-là, ce sont les clauses les plus répandues dans les contrats de travail. Oui, il peut y avoir d'autres clauses. Alors, par exemple, tu as la clause de propriété intellectuelle. Alors, si tu es, par exemple, développeur, chercheur,
c'est surtout dans les domaines créatifs et les domaines technologiques, les domaines de recherche. Si tu développes, par exemple, pour donner un exemple, si tu es ingénieur et tu développes un procédé de refroidissement de smartphone, ce que tu as développé, ce que tu as créé, ce que tu as inventé n'est pas ta propriété. C'est la propriété de l'entreprise. Même si c'est toi-même qui as fait la découverte, effectivement. Exactement, voilà. Exactement. Alors, on a du mal à expliquer ça aux gens. Ils vous disent c'est moi qui ai trouvé la solution, c'est moi. Et pourtant. Exactement. Aussi, dans les entreprises, que ce soit publiques ou privées ou multinationales, etc., si vous êtes par exemple dans le contrôle de gestion et que vous rédigez des procédures, vous rédigez, c'est un travail intellectuel, vous dessinez des logigrammes, vous traduisez ça en process, procédure, vous rédigez mot par mot. Après, vous partez, vous dites, c'est moi, oui, vous avez tout fait, merci beaucoup, mais c'est la propriété de l'entreprise. Ça, nous vous avons payé pour utiliser votre matière grise. Voilà. C'est ça, oui. Et c'est ça. Ça, c'est la clause de propriété intellectuelle. Oui, après, on comprend un petit peu la frustration de la personne, mais effectivement, c'est une personne qui a été, on va dire, qui a été payée pour, qui a été sponsorisée pour, qui a été financée aussi. Oui, et cette clause existe aussi dans le contrat de travail. Vous signez, ça y est. Voilà. Voilà. Et puis, la propriété intellectuelle, ça revient en force avec l'arsenal juridique qui est mis en place aujourd'hui par rapport à la propriété intellectuelle. Effectivement, et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même dans la recherche scientifique, surtout, ça revient très, très souvent. Tout à fait. Effectivement, d'autres clauses? Oui, il y a la clause avec la montée, depuis le Covid, avec la montée du télétravail. Il y a aussi une clause de télétravail. Oui, qui existe dans plusieurs entreprises en Algérie. Moi, c'est des clauses que j'ai vues, peut-être pas les entreprises publiques, mais j'ai vu ça chez le privé ou dans les multinationales. Il y a des clauses de télétravail depuis la montée du télétravail. Alors, par exemple, cette clause, elle permet aux salariés ou à l'employé de travailler 2 jours par semaine en télétravail. Mais aussi, il faudrait qu'il soit présent dans l'entreprise dans certains créneaux horaires. Voilà. Mais aussi, quand on a une clause de télétravail, n'importe quelle clause d'ailleurs, mais là je parle notamment de la clause de télétravail, l'employeur ne peut pas la supprimer du jour au lendemain sans l'accord de l'employé. Oui. Voilà. Et là on revient à l'article 62 et 63 du Code du travail, que chaque modification d'une clause ou des clauses du contrat de travail, ça doit impérativement faire l'objet de l'accord des 2 parties. Oui, voilà. Mais d'autres clauses? Je pense que ce sont les clauses les plus répandues. Voilà, on a fait le tour. Et il y a juste lieu de bien lire son contrat de travail, de faire attention à toutes les petites lignes qu'on lit en diagonale, comme tu le disais, ou qu'on lit presque jamais. Parce que sinon, quand il y a un problème, on va prendre ce contrat et on va le lire ligne par ligne, ligne par ligne. Mais je ne sais pas, c'est une impression, après tu me dis si j'ai raison ou pas, ou peut-être tu vas m'expliquer un peu plus cette impression que j'ai des contrats de travail. Mais on a plus l'impression que le contrat de travail, il arrange plus l'entreprise que l'employé lui-même. On a l'impression que l'employé est un petit peu discriminé par rapport à ces contrats de travail et à un moment donné, il est contraint à accepter parce que les objectifs sont un peu pas pareils. J'entends bien ce que tu dis. Alors ça, c'est surtout, si j'ai bien compris, alors c'est surtout pour les primo-demandeurs, pour ceux qui viennent de commencer leur carrière professionnelle. C'est vrai que vous avez un contrat de travail de... Moi, le premier contrat que j'ai eu, je pense qu'il avait 11 pages. Voilà, donc j'étais impressionné de voir 11 pages et de lire. Après, il y avait des détails que je ne comprenais pas nécessairement. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous passés par là. Ben, c'est normal, ça arrange plus l'entreprise. Mais plus vous grandissez, plus vous devenez un haut potentiel et plus... on peut négocier finalement. Voilà, là vous pouvez négocier, vous négociez certaines clauses. Comme la clause par exemple de période d'essai, ça reste aussi une clause qui existe. On peut négocier la suppression de cette clause si on est par exemple débauché par une entreprise. Je suis bien dans ma zone de confort. Il y a une entreprise qui fait appel à moi et qui me dit, voilà, tu viens travailler avec moi, je t'offre tel salaire. Je dis, ok, mais moi je suis confirmé à mon poste. Ok, c'est pas grave, tu viens, je te supprime la période d'essai, tu es confirmé dès ton installation. Voilà. Là, ça reste aussi, c'est à la tête du client et c'est aussi ce que... Donc finalement, ce qu'on retient, c'est que le contrat de travail peut être négocié. Oui, bien sûr. Les clauses peuvent être négociées. Tout peut être négocié. Mais ce n'est pas un livre saint. Voilà, donc tout peut être négocié. Sauf pour ce qui est de l'obligation, quand c'est négocié, c'est au départ. Oui, bien sûr. Alors, vous avez négocié un salaire et vous trouvez un autre salaire, par exemple, sur le contrat de travail, là, il y a un problème. Voilà. Et en cas d'incompréhension ou d'interrogation, vous pouvez demander des explications à la direction des ressources humaines ou au service paye. Vous pouvez vous rapprocher d'un conseiller juridique pour qu'il vous explique les clauses.
Ou si, voilà, si jamais il y a des choses qui ne vous arrangent pas, ben, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous arrange ailleurs. Effectivement, voilà. Ben, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages, Yacine. Je t'en prie. On te retrouve samedi prochain. Samedi prochain, Inch'Allah, voilà, pour nous dévoiler d'autres secrets, finalement, du monde des ressources humaines, car c'est quand même un monde... ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie professionnelle du tout. Hein, pas du tout, oui, effectivement. Voilà. On te retrouve samedi prochain. Inch'Allah. On sera le premier jour de Ramadan, paraît-il. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Merci beaucoup, Yacine. Et on continue donc cette fois-ci. Nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat dans l'écosystème numérique. Et c'est Hamid Rebouh qui s'y intéresse dans son reportage. L'entrepreneuriat dans l'écosystème numérique a connu une croissance exponentielle ces dernières années, particulièrement dans le domaine innovant comme les technologies, les plateformes en ligne et les services numériques. Cet environnement a permis à de nombreux entrepreneurs de se lancer parfois avec des ressources limitées en exploitant la puissance d'Internet. Des startups se sont développées autour de concepts de transformation digitale, de services en ligne et de solutions technologiques qui répondent à des besoins croissants dans divers secteurs. Ils utilisent des modèles d'affaires innovants tels que les plateformes, les applications mobiles, le cloud computing ou encore les solutions d'intelligence artificielle. اليوم نحكوا على l'entrepreneuriat dans le système numérique. Donc tout simplement c'est de l'entrepreneur اللي يجيب solution ولا حل لمشكل معين. دونك لا سوليسيون اللي راح يجيبها هذا المقاول من الافضل باش تكون يعني حل رقمي، تكون تحل مشكل بطريقه رقميه. مثال انها تكون اون بلاتفورم الكترونيك ولا اون ابليكاسيون موبيل اللي تحل مشكل معين اللي يكون مشكل اقتصادي، يعني يكون ان بروبليم في ليكونومي ولا في ان بروبليم سوسيال ولا ان بروبليم في لاغريكولتور ولا. Al-Moustachir est une start-up qui offre un service de conseil en ligne aux citoyens et entreprises dans divers secteurs. Moustachir, c'est un exemple على l'entrepreneuriat في هذا المجال تاع النوميريك، بحيث انه قمنا انا وخير الدين بولفعه شريكي يعني جبنا فكره. هذه الفكره هي سوليوشن في الدومين تاع لو كونسلتينغ. يعني بعد ما لقينا المشكل في انه الناس باش يكونسلتيو دي كونسلتون دون ديفيرون دومين، ما كانوا يلقاو دي بروبليم كيفاش يلحق لهذاك الكونسلتون باش يدير الاستشاره تاعو. En l'espace de 2 années, cette start-up a réussi à se développer et à accéder au monde de la bourse, un signe positif de son impact et de son évolution. L'introduction en bourse d'Al-Moustachir marque une étape importante pour l'écosystème des startups en Algérie. Elle témoigne de la dynamique de ce secteur et de l'intérêt croissant de ces entreprises innovantes. On a commencé en tant que start-up en 2022. Donc après, alhamdoulilah, حقنا des chiffres positifs وين قدرنا نطلعوا ولا نرفعوا نديروا l'augmentation تاع الكابيتال تاع مستشير à partir de 100,000 دينار حتى ل 20 مليون دينار. وكبرت لا فيزيون تاع مستشير وين ولينا نحوسوا نديروا نتوسعوا نكونوا فاست اكثر حتى في ماشي غير في الجزائر برك، حتى في الدول الخليجيه وغيرهم. فهنا احتاجنا لانفستيسمون اكثر، وهذا الانفستيسمون كاين بزاف طرق باش نجيبوه. حنا خيرنا انه نعاودوا نحيوا البورصه تاع الجزائر وانه نديروا خطوه تاع لا بريمير ستارت اب الجيريان اللي حتكون في لا بورصه الجيريان. Le succès de cette opération pourrait encourager d'autres startups algériennes à se tourner vers la bourse pour financer leur croissance. Cela contribuera à renforcer l'attractivité de l'Algérie pour les investisseurs et à accélérer le développement de l'économie numérique. Et à présent, donc, nous allons nous intéresser au cinéma en compagnie de notre ami Nabil Kitouni comme chaque samedi, et ce sera juste après cela.
Nabil, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Nabil? Ça va. Ça se passe bien? On a passé une bonne semaine? Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Paraît-il, tu nous as concocté quelque chose de particulier aujourd'hui. Eh bien, c'est le verbe à utiliser, quoi, c'est concocter, concocter. C'est deux arts qui se rencontrent, et quand on dit concocter, généralement... C'est la cuisine? C'est la cuisine. Lorsque la cuisine rencontre le cinéma, voilà. La cuisine au cinéma, la cuisine et le cinéma, voilà, la cuisine qui rencontre un art, qui rencontre un autre art. Souvent, pour bien détailler les choses, c'est la cuisine comme décor, comme trame narrative, comme prétexte. Mais c'est souvent, je dirais, il y a plein de films pour, voilà, que ce soit des comédies, des thrillers, des comédies d'amour. On se rappelle tous, je ne sais pas, les films avec Louis de Funès, notamment Le Grand Restaurant, L'aile ou la cuisse, où c'était des comédies, ou, voilà. Ou sinon, comme trame narrative, pour ceux qui connaissent Le Festin de Babette, voilà. Le Grand Restaurant, ça c'est la fameuse scène de danse, de pas de danse avec Louis de Funès et tout. Voilà, ça c'est le Grand Restaurant. Alors, c'est pour dire aussi, en fait, pourquoi c'est particulier depuis la nuit des temps, quoi. C'est où la cuisine, il y a eu toujours des films, où il y a toujours pratiquement dans un film une scène où c'est souvent utilisé comme décor, mais ça a été aussi la trame narrative, comme La Grande Bouffe de Fellini. Il y a plein de films, comme un film Le Goût de la vie, un des derniers films avec Zeta Jones, une comédie amoureuse, où ce sont des chefs qui se rencontrent, une qui utilise un petit peu la cuisine comme prétexte, c'est-à-dire, et une autre personne qui est un nouveau chef cuisinier qui veut prendre la place, mais c'est une histoire d'amour qui s'inscrit au fur et à mesure que le film se déroule. Et pourquoi on dit cuisine et cinéma? En fait, comme au cinéma, comme à la cuisine, on parle d'ingrédients. Oui. On parle de préparation, qui est synonyme de réalisation, de dégustation, de test public. Oui. C'est comme le cinéma, en fait, on utilise les mêmes, je dirais, les mêmes outils. Et voilà, je voulais parler de ça, de cuisine et de cinéma, et aussi comment ça a été filmé, où ce sont, comme je disais au début, c'est des émotions. D'abord, un film, c'est une histoire, mais c'est aussi une émotion. C'est la même chose pour la grande cuisine. Là, c'est la cuisine au beurre, Bourvil, et voilà. Ah, ça ne nous rajeunit pas, ça. C'est quand on voit la cuisine au beurre. Du tout. Hein du tout. Fernandel et Bourvil, ça, c'était un beau film. C'était un beau film. Oui. C'est d'où est sortie l'expression beurre ou voilà. Après, on n'imaginerait pas non plus un film ou une série où il n'y a pas une scène autour de la table ou dans la cuisine, effectivement. Oui, et comme j'ai dit. Excuse-moi, Nabil, mais c'est vrai que généralement toutes les décisions se prennent autour d'une table. Merci voilà, merci. C'est pour ça que je parlais de deux émotions. C'est une émotion. Quand je dis émotion, c'est que ce soit dans la cuisine, à table. Pour revenir un petit peu, là voilà, c'est Le Goût de la vie. Je parlais avec Zeta Jones. Voilà. Ça, c'est un film qui est sorti il y a quelques années, quoi. Je pense dans les années 2000. Ah, quand même. Comme dans le film Aïla Kines, il y a une scène, voilà, exactement. Il y a beaucoup de films où, je dirais, l'histoire n'est pas simplement le résultat d'une action ou à travers filmer dans une cuisine. Comme j'ai dit que ça peut être un décor simplement utilisé pour le film, et comme ça peut être aussi la trame narrative, comme vous disiez. Là c'est Le Festin de Babette. Ça c'est Le Festin de Babette. Je t'invite en fait à voir ce film-là. Oui, je l'ai pas vu. Tout est dans c'est sa préparation, je dirais, avant le grand repas et tout. Et franchement, c'est un très beau film. Et pour dire, il y a prétexte, il y a décor et émotion. Et quand je dis l'émotion, plusieurs émotions. Que ce soit une émotion, je parle des comédies, que ce soit une émotion de rire, que ce soit une rupture, que ce soit un début, que ce soit un silence. Parce que c'est le lieu de partage. Et quand je dis de partage, ça peut être aussi dans un thriller, comme ça peut être dans un film, comme dans les films, comme dans Le Parrain, comme il y a des grandes scènes. Il y a ceux qui se rappellent du film Les Incorruptibles avec Kevin Costner. Ah oui. Ça fait ça avec Kevin Costner, Sean Connery et Robert De Niro joue le rôle du. Il est exceptionnel le film. Et voilà, jouant le rôle d'Al Capone. Il y a cette fameuse scène il y a un banquet. Où il y a une scène assez violente qui se déroule. Voilà, on parle de violence, on parle de comédie, de rire. Voilà, c'est une trajectoire et un lieu où des émotions se créent, des émotions finissent par venir. Voilà, il y a des moments de rupture, des moments voilà, cette famille. Il y a des dîners de famille. Bon, ça,
C'est un film que j'adore. Du coup, Bakri et Agnès Jaoui, ça s'appelle Cuisine et dépendance, qui était à la base une pièce de théâtre et qui a fini par être un film. Et voilà, c'est un film qui se doit. C'est pas forcément le repas ici, c'est la cuisine comme décor. Oui. Et tous les non-dits sont finalement, je dirais, dits. Tous les non-dits ressortent à la fin, ou tout ce qu'on ne pouvait pas se dire pendant le repas, tout ce qu'on ne pouvait pas se dire. Et à la fin, tout sort et tout. Et franchement, c'est un très beau film, qui est Cuisine et dépendance. Encore une fois, voilà, c'est un lieu où on peut raconter beaucoup de choses. C'est un lieu qui je m'excuse d'abord aussi auprès d'Amira Lascrive, parce que je l'ai donné à la fin, c'était à la dernière minute, je dirais, les images et les affiches de films. Elle se débrouille pas mal. Je voulais j'insistais sur un film, bon, elle va le mettre. C'est aussi, je parlais de thriller, je parlais de différents genres, mais je parlais aussi d'animation. Vous vous rappelez, tu te rappelles bien sûr du film Ratatouille. Et comment Ratatouille, Ratatouille, voilà. Voilà, où on parlait de gastronomie, où le chef cuisinier, finalement, il sourit. Il sourit et tout. Ah, il est exceptionnel, hein. Voilà. Film d'animation exceptionnel, effectivement. Voilà, c'est pour dire un petit peu que la gastronomie n'a pas été simplement, je dirais, un décor, ou je dirais un prétexte pour être plus, c'est-à-dire en accord avec les mots. Un prétexte pour le cinéma, ça a été, encore une fois, je le répète, une trame narrative, une histoire. Il y a de grands noms qui ont été, c'est-à-dire de grands chefs, qui font souvent le parallèle avec le cinéma. Oui. C'est comme je disais, c'est-à-dire la préparation, tout, voilà, c'est une action cinématographique et c'est un art aussi, la cuisine. Justement, il y a tout ce découpage, voilà, je parle de ce découpage que l'on retrouve dans le cinéma à travers des films qui parlent de cuisine, mais même la façon de faire, comme j'ai dit, préparation, ingrédients, puis à ce mixage, c'est-à-dire, et à la réalisation, je dirais, on mijote, la cuisine, cuisiner, et puis il y a cette dégustation de voir un petit peu s'il y a quelque chose à rajouter. Ça se passe généralement au montage, où il y a cette seconde réalisation. Et puis finalement, on sert le repas et tout, et pour le public de voir si c'est bon ou pas bon. Et voilà, c'est pour ça que je parlais d'un cheminement en adéquation avec le cinéma, avec Oui, et là tu fais rappeler aussi, Nabil, par rapport à la cuisine, c'est aussi un art, comme tu disais si bien, l'art culinaire, qui fait partie intégrante d'une identité d'une société particulière. Exactement, oui. Et le cinéma a aussi ce rôle de faire la promotion d'une culture particulière, d'une société particulière. Et parfois, c'est fait exprès justement pour faire la promotion de cette société. Merci de me tendre encore une fois à la perche. C'est quand je parle de cinéma, je parle d'art, mais je parle de format aussi, parce qu'il y a beaucoup de documentaires, notamment en retraçant, c'est-à-dire cet art culinaire, notre art culinaire, à travers des plats traditionnels et tout. Et ces mêmes plats sont utilisés à travers certains films, des œuvres, on a pu voir ce partage, comme je vous rappelais, Aïla Kinnas et tout ça, d'autres films où toutes ces émotions, une comédie, ou je dirais des phrases cultes aussi, des scènes cultes ont été tournées pendant le moment du repas, parce que c'est le moment privilégié, c'est le moment où la famille se rencontre, c'est le moment où on partage sa journée, c'est le moment où, je dirais, les frustrations apparaissent, les frustrations finissent par éclater, voilà, c'est la colère, c'est le rire, toutes ces émotions-là trouvent souvent comme, je dirais, axe ou passerelle, ou je dirais, une lampe de rancement, la cuisine, sur la table de cuisine, mais pas simplement la table, je parle de la cuisine. C'est encore une fois, ça peut être le sujet, comme ça peut être le décor, comme ça peut être le prétexte. On peut faire aussi un parallèle, et on en parlera la semaine prochaine, du téléphone aussi. Du téléphone au cinéma. Quand il y a des films, il y a un film où carrément ça s'est déroulé dans une cabine téléphonique, Film Game, un film de Schumacher avec l'acteur Colin Farrell. Il y a d'autres films où c'est simplement un prétexte, où souvent on dit quand le scénariste, le scénariste, le réalisateur, pour faire, je dirais, ne trouve pas vraiment, n'a pas d'idée. Allez, on va introduire le téléphone pour passer un message. Il y a cette facilité aussi. Mais la cuisine, contrairement au téléphone, n'est pas une facilité. Je dirais c'est un élément à part entière. C'est un élément à part entière et c'est un art. Bon, le téléphone n'est pas forcément... Voilà. Donc on en parlera la semaine prochaine, le téléphone. Du téléphone. Voilà. Mais là, tu nous donnes déjà un avant-goût. Voilà. Et pour l'heure, on parle, comme je reviens sur les fameuses comédies qui ont fait la joie des années 60 et des années 70. Les Louis de Funès, le Grand Restaurant, L'aile ou la cuisse, où malgré, à travers cette comédie, on dénonçait, je dirais, la cuisine traditionnelle, c'est-à-dire
Voilà. Alors, là, il y a le réalisateur qui me dit, qui est en train de me dire quelque chose. Je vais t'en parler. En fait, pour finir, pour la cuisine, c'était dénoncer les grandes surfaces, c'est-à-dire la cuisine un peu maquillée contre la... Alors là, il me dit langouste au petit déjeuner. Langouste au petit déjeuner. Je vois que voilà, c'est merci. Ah oui, il est très branché. Ah oui, je vois là, merci. Contrairement à moi, pas très cinéphile, mais bon, je me débrouille un petit peu. Voilà, parce que la cuisine n'est pas seulement là pour paraître ou être carrément, je dirais, une virgule ou je dis une ponctuation d'un film. Elle est là aussi pour être, encore une fois, une trame narrative, une histoire, comme dans la cuisine pour revenir, pour dénoncer les grandes surfaces face à leur cuisine traditionnelle, même si c'est à travers l'humour, la préparation. Il y a toujours un objectif derrière. Il y a toujours un objectif derrière. Que le réalisateur s'intéresse donc et encore une fois, véhiculer. Pourquoi il y a cette rencontre et ce mariage? Moi, je pense, encore une fois, à mon humble avis, ce sont des émotions. La cuisine est une émotion. Oui. Le cinéma est une émotion. Et c'est la rencontre entre deux émotions. Et ça donne très bien. Et ça donne très bien. Et ça donne surtout faim. Et ça donne surtout faim. J'espère que Myriam nous a laissé un croissant quelque part. Je ne sais pas. Mais apparemment non, puisque voilà. Elle ne m'a absolument rien dit. Et encore une fois, je m'excuse auprès d'Amira de lui avoir donné à la fin, c'est-à-dire en retard. Elle s'est bien débrouillée, Amira. Merci beaucoup, Nabil. Donc, Nabil, on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Parler de téléphone. Parler de téléphone. Parler de téléphone. Je ne sais pas si Myriam sera d'accord, mais voilà, on va parler de quelque chose. Merci beaucoup, Nabil. Allez, bonne semaine. Alors là, on me fait rappeler que samedi, ce sera le premier jour de Ramadan. Alors là, peut-être que ce ne sera pas adapté avec le téléphone. Je ne sais pas comment ça va être. Je ne sais pas. Voilà. Alors, nous avons une semaine pour réfléchir. Merci beaucoup, Nabil. Donc, on continue. Nous allons aller du côté de Timimoun, cette fois-ci en compagnie de Naïm Al-Walish, elle qui s'intéresse à l'architecture atypique de cette ville. On se retrouve juste après. Ce qui frappe en premier quand on visite Timimoun, la millénaire oasis rouge, c'est sans doute son architecture. Et le bâti emblématique de cette architecture, c'est le siège de Cap Terre, un ancien caravansérail, aujourd'hui monument classé. Mais les artisans bâtisseurs, il n'en reste guère que deux à Timimoun. Abdelkader est l'un d'entre eux. Artisan formateur, il veille à transmettre à travers les ateliers qu'organise Cap Terre cet art séculaire propre à cette ville, réputée route du sel. La matière première pour construire, c'est-à-dire c'est les enduits de terre, est composé par l'argile et le sable fin avec, au mélange avec l'eau. On va essayer de mélanger cette pâte. On va, c'est-à-dire attendre au moins 2 heures, 3 heures de reposer la pâte. Après, on lève la pâte, donc on va essayer de étaler, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire sur le mur. Entièrement construit en briques de terre dont les murs sont sculptés avec des motifs géométriques à symboles variables, ce bâti est une sorte de réplique des vieux qsar de la ville. Les symboles, ça dépend. Donc il y a les symboles qui ont des interprétations. Il y a des symboles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est aléatoire. Donc par exemple, si on voit par exemple le triangle, on sait que le triangle, c'est la tête en haut et la base, on dit que sexe masculin. Donc automatiquement, c'est le triangle il est sens inverse, donc la base il est en haut et la tête en bas c'est féminin. Si on va essayer de faire les deux triangles, on va c'est-à-dire comment on dit, coordonner les deux triangles, il y a on a un losange. Donc losange en général c'est couple. On est dans le siège de Centre algérien de patrimoine culturel Baté, et qui est un monument historique classé comme patrimoine national depuis février 2015 pour des raisons esthétiques et historiques. Parce qu'il est en style néo-soudanais, c'est une raison esthétique. Aussi, on trouve dans les
couloir du centre, la sculpture murale sur argile. C'est un savoir-faire ancestral qui se transmet de père en fils, qui contient des symboles inspirés de la nature, de la faune, la flore, de la culture zinette, berbère, africaine, du sud algérien. Sortis de terre, il y a des millénaires, les tout premiers bâtis sont les nombreux qsour, ces châteaux semblables aux citadelles dominant routes, oasis et infinies ergues occidentales. Timimoun, c'est une région riche de patrimoine culturel bâti en terre. C'est une région qui est pleine de qsour qui sont construits avec des techniques traditionnelles héritées de génération à génération. Cette architecture est spécifique à Timimoun par son ancrage dans l'environnement. On a un qsar qui est sur le plan les jardins qui sont la palmeraie et la sebkha. C'est un système écologique qui commençait du Fougara qui règle le qsar, qui est un système de souterrain d'irrigation qui commence de 20 km jusqu'à les jardins de Timimoun, les palmeraies. Donc cette symbiose est finie par la construction d'un qsar qui date de en terre, qui date de sa extension extramuros qui date du 15e à 16e siècle après Jésus-Christ. Adapté et au climat et à la culture locale, ces qsour bâtis par les zénètes berbères sont une sorte de village fortifié avec mosquée, étables communes, greniers à grains et ruelles tortueuses et secrètes. Timimoun a plusieurs typologies architecturales. L'ancienne typologie, c'est les forteresses greniers, c'est les noyaux de qsar. C'est des forteresses conçues pour stocker les dates, les réserves de l'année pour la consommer pendant l'année. On a plus d'une vingtaine de forteresses à l'intérieur du qsar de Timimoun qui sont la base du qsar. Après, il y avait une extension extramuros à l'époque de Cheikh Sidi Moussa qui a réuni entre les tribus qui vivaient ici à Timimoun. Cette typologie ancienne de l'époque médiévale a évolué. On a de l'habitat qui est riche, qui contient une hiérarchie d'espace. Fondamentalement écolo, ces constructions fraîches l'été, tempérées l'hiver, sont un modèle d'ingéniosité et de savoir-faire aussi bien transmis qu'enrichi de génération en génération. Voilà, c'était donc une visite guidée du côté de Timimoun et c'est Naïma Loualiche qui s'est intéressée à l'architecture atypique de cette ville. Et cette fois-ci, donc, nous allons revenir à Alger, à la Casbah particulièrement, puisque nous célébrons la journée nationale de la Casbah. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invitée, à savoir Madame Khadija Hamdoun. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Et toujours aussi élégante, toujours aussi magnifique. On représente bien la Casbah aujourd'hui. On représente bien la Casbah. Merci pour l'invitation. Je remercie l'accueil chaleureux de l'équipe de Canal Algérie. J'espère qu'on va passer un bon moment. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Hamdoun, dans notre compagnie. Alors, Madame Hamdoun, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez un événement qui se prépare justement pour célébrer la Casbah, pour célébrer la citadelle, surtout, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un peu de cet événement. Alors, je vais peut-être superficiellement parler un petit peu de la Casbah pour les gens qui ne connaissent pas la Casbah. Donc, la Casbah a été fondée en l'an 1960 par Bolourine Ibn Ziri sur les ruines de la ville de Ikozom, dont la terre appartenait au berbère Ibn Mzrana.
Et donc, nous allons parler justement. Il y a des conférenciers qui vont venir. L'ouverture est prévue pour aujourd'hui pour le public. Donc, à 10h, il va y avoir une conférence pour parler de tout ça. Alors, les collègues sont déjà sur place. Sont déjà sur place. Donc, pour parler de tout ça, pour parler historiquement, parler du patrimoine, la Casbah renferme beaucoup de patrimoine, dont les palais et les mosquées, les anciennes mosquées qui sont très bien faites, qu'on aime beaucoup. Dans l'exemple, la mosquée de Kitchawa. Et puis les palais, on aime bien les palais de Moussa Bacha, Hassan Bacha et surtout Dar Khdaoud Jilani. Oui, effectivement, qui est aujourd'hui le musée des arts et traditions populaires. Justement, nous sommes en collaboration avec le musée, en coordination avec Madame Shahihi Feiza et avec la maison de jeunes de la Casbah. Et donc l'événement, il va y avoir des artisanes qui vont présenter leurs produits et tout va être dans le traditionnel. Il va y avoir Madame Khalida Tahraoui qui va présenter Shubika, donc la broderie traditionnelle de la Casbah. Il va y avoir le chef Houriya Mayouf qui va présenter ses plats dans l'art culinaire de la Casbah, qui est très réputé d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un plat que j'aime bien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Tadjin Darami. Oui, je connais. On le prépare à la maison. Et on en avait même parlé dans la rubrique de Amina Zeri, qu'on va retrouver d'ailleurs juste après, pour revenir un peu sur l'historique de Tadjin Darami. Il y a une légende qui dit qu'une jeune fille qui est partie, comme ça grosso modo, passer quelques jours chez son oncle et la femme de son oncle a fait ce plat. Et moi je pense, c'est un avis personnel, je pense que tout a été tiré de là parce que c'est un tadjin très ancien. Oui. Et c'est de la viande hachée, mais qui est formée en boudin, au lieu que ce soit des boulettes. Au lieu que ce soit des boulettes, et puis il n'y a pas de d'ail dedans. Et elle a fait goûter, chose qu'on a un petit peu perdue, les voisins quand elle était là-bas. Et quand elle est partie chez elle, sa maman, en lui demandant qu'est-ce qu'on peut faire à manger, elle lui a dit on fait tadjin dar'amé. Et c'est resté comme ça depuis. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse cette légende, mais moi j'adore les légendes. Voilà, de toute façon, ça rappelle quand même les traditions d'une manière ou d'une autre. Exact. Et c'est vrai que chaque plat a toute une histoire à raconter. Oui, chaque plat a une histoire à raconter. Donc il va y avoir, comme je vous ai dit, des conférences, il va y avoir un défilé de hayek. Défilé de mode de hayek avec le qfifa. Très symbolique de la Casbah. Donc quand on parle de hayek qfifa, on pense directement à la bataille d'Alger. À la bataille d'Alger. Et moi, personnellement, j'aime flâner dans D'ailleurs, j'ai un poème sur ça. La Casbah, ça me fait rappeler, je m'imagine comment les gens étaient à cette époque-là, comment les moudjahidines passaient par ces petites ruelles. La Casbah les a pris dans ses bras, les moudjahidines. Donc, alors vous dites que vous avez un poème, peut-être que vous voulez le partager avec nous? Oui, j'aimerais bien. Je vais le partager. Attendez, ce que j'ai mis. Je vais juste mettre mes lunettes. Donc, comme on vous connaît, vous écrivez sur tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous parle. Oui, ce qui me parle, oui, tout à fait. Et là, c'est la Casbah qui vous a raconté beaucoup de choses. Et la Casbah qui raconte beaucoup de choses. La Casbah. Quelle belle toile s'offre à mes yeux, vêtue de son manteau blanc majestueux. Quel plaisir de flâner sous ses voûtes secrètes accapareuses, chargées d'histoires limpides et glorieuses. Mon amour pour toi me fait perdre la tête. Je m'enivre de tes senteurs à double facette qui me font planer entre ciel et terre, tel un rêve que tout le monde veut faire. Ma dulcinée, je me fonds dans ta beauté qui m'ensorcelle, charmée par toi, je suis hantée. Heureuse, je te respire, t'admire, plongée dans un état second. À la vraie vie réelle, je ne veux revenir et me défaire de ton cordon. Casbah, cœur d'Alger, je t'aime éperdument, par toi est définie la tradition que l'on s'aime assurément. Magnifique.
Merci. Magnifique, vraiment, il y a une belle balade, hein, finalement. Belle balade. Et puis on raconte un peu cette relation très émotive aussi avec la Casbah, une relation très spirituelle avec la Casbah. Oui, justement. Et puis il ne faut pas oublier que, je vais dire, le maître, si on veut, de cette époque, de l'époque dernière, c'est Abdelrahman, qu'on visite, qui est un endroit très serein, que j'aime bien aussi. Voilà. Et puis la Casbah raconte beaucoup de choses. Donc il y a, comme je vous ai dit, l'art culinaire, la broderie, puis il y a l'habit traditionnel pour les femmes et pour les hommes. Et j'espère, moi tout ça, je le fais, c'est pour que les jeunes s'intéressent et suivent ce chemin. J'aimerais bien que les jeunes suivent le chemin de tous ces gens-là qui se donnent du mal pour le patrimoine, qui veulent étendre ce patrimoine à travers toute l'Algérie. Et justement, c'est ce que vous faites à travers votre événement qui va commencer dans quelques minutes. Donc demain, c'est quelques minutes pour le public et demain, c'est l'ouverture officielle. Donc c'est un événement qui va durer combien de temps? Il va durer 5 jours. 5 jours, d'accord. Donc vous avez pris toute la semaine pour... Voilà, donc tous les jours, une activité particulière. Une activité particulière et surtout, il faut venir les artisans pour les encourager. Pour les encourager et pour qu'ils puissent donner ça aux jeunes, comme Chibeka. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ghrzat el-Hsab, el-Misloul, tout ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, intéresser les jeunes, c'est mon objectif, c'est d'intéresser les jeunes à Après, tout même ça. quand on s'y intéresse, c'est vraiment probablement pour la mariée, pour préparer le trousseau, comme on dit, de la mariée. Mais on ne le retrouve pas forcément dans les nappes ou dans les... Pas maintenant. Avant, oui, c'était comme ça. On le retrouvait dans les nappes, on le retrouvait dans les draps, on le retrouvait... Mais maintenant, beaucoup moins. Mais on est en train de promouvoir tout ça. Oui. Voilà, pour qu'il y ait un retour. Et puis on sent quand même qu'il y a un retour. Il y a un retour, oui. Il y a un retour vers les traditions, quelle que soit la tradition. Donc, on est vraiment, il y a un grand retour. Et, voilà. Et justement, c'est grâce à tous ces événements aussi. Madame Hamdoun, par la même occasion, vous faites partie d'une association caritative, n'est-ce pas? Oui, je fais partie d'une association. Donc, je voudrais remercier Naïma Ayati qui m'a fait confiance et qui m'a nommée au poste de président de l'association de la circonscription de Aïn Bnian. Et voilà, je fais partie de l'association Karama wa Tadamun Khayriya. Donc là, on a fait les couffins de Ramadan. Et je remercie aussi les cheminots pour nous avoir laissé leur restaurant pour tout le mois de Ramadan. On va faire Ma'idat Ramadan. Inch'Allah. On va faire des circoncisions à la moitié du Ramadan et l'île Tbaouch, donc c'est très animé. Et puis là, j'invite tout le monde à venir partager un repas avec nous, Inch'Allah, mois de Ramadan. Je vous invite, j'invite l'équipe à venir aider aussi pour vivre un petit peu l'ambiance. C'est une ambiance très particulière. C'est une ambiance très particulière. Et donc là, il n'y a pas que les nécessiteux, si on le fait pour les nécessiteux, mais les gens qui veulent venir partager avec nous un repas, ça serait très bien. Ça serait très bien. Ah ben voilà, je pourrais vous lire une petite vidéo. Allez-y, très rapidement, parce que là on me dit on arrive à la fin. D'accord, ça c'est pour la Casbah. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهاد الخديوجة للجزائر هديت الشموع مركوزة بالحساب فوق العرس والصينية مدورة بالحباب افرحوا وغنوا بالصواب رانا في القصبة قلب الفن والجواب ريحة الياسمين معمقة الدار بالحساب تفضلوا يا ناس قربوا احنا من عادتنا نحلوا الباب. Merci beaucoup, c'est magnifique. Alors ça nous replonge finalement dans nos traditions, dans justement la cohésion sociale. Alors, en tout cas, Madame Hamdoun, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. J'imagine que vous avez envie de faire passer un petit coucou. Un petit bon coucou. Voilà, bon, alors, on va aller très rapidement. Oui, voilà, très rapidement. Je passe un petit coucou et puis je dis Sahar, Ramadan Koum, Ramadan Karim à toute la famille, à tous mes amis,
à mes petits-enfants. Je ne sais pas si je peux les citer. Et surtout, n'oubliez personne. Je n'oublie personne. Maya, Jassim, Manil, Alia, Camélia et Sophia. Et à mon petit-neveu, j'ai un petit-neveu, c'est-à-dire j'ai le fils de ma nièce, Kenzi. Voilà. Et tous les amis sans exception. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madame Hamdoun, d'avoir été parmi nous ce matin. Vous retrouvez très bientôt, Inch'Allah. Vous êtes chez vous. Et puis, Ramadan Karim à toute l'équipe de Canal Algérie, à vous en particulier. Merci également à vous. Merci beaucoup, Madame Hamdoun. On continue cette fois-ci. Nous allons à la découverte d'une très très belle exposition, très imposante. Il s'agit donc d'une exposition intitulée Tifawin, et c'est Lamia Boudbouda donc qui a fait la couverture de cette exposition. Je vous laisse découvrir, on se retrouve juste après. À la galerie Hela, l'artiste plasticien et sculpteur Nourdine Tabarha bouscule le monde de l'art avec une peinture à la fois moderne et connectée à notre identité. Dans Tifawin, terme amazigh signifiant lumière au pluriel, l'artiste explore la lumière et l'ombre, la couleur et la texture en redonnant vie aux symboles ancestraux. La problématique de la classification n'a à mon avis pas de place dans les arts modernes et contemporains. L'art s'est affranchi des contraintes académiques, il n'a plus de limites ni de parenthèses qui le restreignent. Je me considère comme un artiste libéré de toutes les normes et règles conventionnelles. Des œuvres de grand format, aux teintes chaudes magnifiées de breloques, heurtoirs, khamsa, cœurs ou lunes, et agrémentées de plaques de cuivre sculptées et qui s'intègrent parfaitement dans les tableaux, tel un dialogue entre tradition et modernité. Le patrimoine visuel populaire est très important car il constitue l'un des fondements plastiques jouant un rôle essentiel dans la présentation de l'identité artistique algérienne. J'ai donc essayé de l'exploiter visuellement d'une manière contemporaine. J'ai œuvré à valoriser le patrimoine visuel populaire algérien. 84 œuvres dans une palette colorée et joyeuse au titre évocateur. Essence de l'âme, réminiscence spirituelle, Taziri, Tifawin ou symphonie des couleurs. L'artiste nous invite à une réflexion sur l'identité, la mémoire et la transmission. Pour moi, c'est une exposition unique. Parce que pour la première fois que je vois une exposition de chaque œuvre qui dégage un parfum de cette Algérie, de l'Afrique. Parce qu'elle nous invite à voyager à travers cette exposition. De des couleurs, cette exposition résonne quelques sons. C'est une exposition qui dégage des sons. Oui, des sons des artisans, du cuivre. Parce qu'il y a de la matière ici, il y a du cuivre. Évoquer les valeurs ancestrales, le patrimoine, sans rendre hommage à l'art africain. L'art africain joue un rôle fondamental dans les expériences humaines à travers le monde. Je pense que de nombreux grands noms sans en citer se sont inspirés de l'art africain. Je considère qu'il est de mon devoir de présenter cet art d'une manière encore plus belle. Visible jusqu'au 4 mars, Tifawin, telle des lumières qui éclairent le monde de l'art. Une exposition unique où chaque œuvre illumine notre regard et éveille nos sens. Et voilà, de retour sur le plateau, donc une très belle exposition qui est toujours en cours. Vous pouvez donc la visiter. C'est donc l'exposition Tifawin, signée Lamia Boudbouda. Et cette fois-ci, donc, nous recevons, comme chaque samedi, Amine Azeri pour nous parler de patrimoine. Cette fois-ci, elle va s'intéresser au classement du rail. Son invité, c'est un auteur. On va les retrouver juste après cela. Amine
Amina, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Amina? Ça se passe bien? Alhamdulillah. Très joli en bleu. Merci. Le bleu, il te va à merveille. Merci ça beaucoup. Va merci. C'est vrai que c'est ma couleur préférée. En tout cas, il te va merveilleusement bah, c'est tant mieux. Merci beaucoup, Amina. Je dis bonjour à tous nos amis en Algérie et ailleurs. Et bien sûr, sans oublier toute l'équipe sympathique de Canal Algérie. J'ai l'honneur aujourd'hui, Nour El-Houda, de recevoir notre ami, notre invité qui est auteur, artiste, historien, journaliste, chercheur en patrimoine culturel. Il a choisi de nous emmener avec lui à travers Blabès, une très belle ville d'Algérie, très coquette, la coquette. Cette ville quand même qui est très connue et grâce à son charme, grâce aussi elle a vraiment une richesse extraordinaire en matière de patrimoine culturel. Beaucoup de personnalités très connues dans le monde entier sont tombés amoureux de cette région, n'est-ce pas, notre invité Abdelhamid Marija? Bonjour, مرحبا بك. Merci pour l'invitation. Ça va bien. Tout va bien, alhamdoulilah. مرحبا بك. Allah يسلمك. Ça fait plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. Le plaisir est pour nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Concernant la richesse de Sidi Bel Abbès en matière de patrimoine culturel, c'est vrai, c'est une ville chargée d'histoire et chargée de patrimoine, et elle restera toujours vierge concernant. Il y a toujours des découvertes possibles qu'on peut faire dans l'avenir, Inch'Allah. Bel Abbès, comme tout le monde le connaît, c'est Medinat el-Fenn wal-Rai, la ville de la fameuse chanson de Raïna Rai, qui a fait des ravages dans les années 80. Elle est toujours d'actualité d'ailleurs, Anima. Exactement. C'est vrai, toujours actuelle. Et ensuite, il y a toujours des patrimoines qui est mis à l'abri. Pourquoi? Parce que par exemple, Alaoui, c'est la danse populaire. La danse populaire liée oui, c'est vrai, à la révolution glorieuse, parce que à chaque fois que nos moudjahidines réussissent à vaincre la colonisation française dans des batailles, ils se mettent, c'est-à-dire ils prennent des pauses avec Alaoui. Donc ce n'est pas uniquement une danse, mais c'est toute une histoire qui est derrière cette danse. C'est une expression finalement de gloire. C'est vrai, qui reflète la glorieuse c'est-à-dire histoire de notre révolution. Et aussi le rail qui la musique qui chante la révolution, parce que aujourd'hui, peut-être que nous, les historiens, on a cette capacité de pouvoir savoir c'est-à-dire les détails. Et parmi les détails, que la chanson rail, c'est la chanson qui a c'est-à-dire accompagné l'ampleur de la révolution, par exemple, avec les grands textes comme Shab el-Baroud, Oued Chouli. On a abordé déjà ça. Shab el-Baroud, cette célèbre chanson qui a chanté la révolution. Alors c'est une chanson quand même qui a traité la guerre de libération nationale. Voilà, c'est pour ça on insiste que le rail, ce n'est pas du tout que certains disent que uniquement c'est une chanson, mais c'est un message à véhiculer à travers cette chanson. Par exemple, Shab el-Baroud, c'est l'occasion d'écrire ce texte je pense que l'auteur ou bien le poète qui a écrit ça, je pense qu'il s'appelle Blaoui ou le Blani. Il a écrit ce texte et après l'écriture de ce texte, il est incarcéré dans la prison jusqu'à sa mort. Pourquoi? Parce que pour dire non à la France, parce que la France donne cette c'est-à-dire l'anniversaire 100 de la colonisation, 1830 et 1930, la France a décidé de fêter cet événement avec une façon très, très grande et très importante. Alors ce poète-là, ce shahid qui a écrit ce texte, il a voulu dire que l'Algérie reste algérienne, malgré quoi qu'il est, elle restera algérienne, et nous sommes très prêts
pour défendre notre liberté. Donc, Nour El Houda, aujourd'hui, il sera question de valoriser les efforts déployés par l'État algérien concernant la défense de tout ce qui est patrimoine culturel, notamment le rail. Et quand on dit bien sûr le rail, on pense directement aux chiourtes al-Bedoui. C'est eux qui ont chanté, les premiers qui ont chanté le rail. Le rail, c'est quoi? داك اللي فيه الحكمة، فيه الموعظة. ومن بعدك جات اللي فونو l'équipe de Bouteljab El-Qassem, Boutaiba Sghir. Après, il y a eu la nouvelle génération, Jab Houari, Ben Chenat Bekri, يعيطوا لهم Jab Hamid. Ensuite, bien sûr, les grandes figures du rail. Alors justement, tu disais que c'était au début, c'était sûr parce que c'était la sagesse. D'ailleurs, à l'Ouest, on le dit, hein, quelqu'un qui n'est pas sage, on dit ما عندوش الراي. ما عندوش الراي. ما عندوش الحكمة. pour dire aussi للناس اللي يحبوا يسرقوا الراي تاعنا، اللي الراي زاد في الجزائر، الراي حنا نقولوا كما قلتي انت نور الهدى ما عندوش الراي، دونك فيه النصيحة، فيه الموعظة، دونك بدا عندنا الراي عند شيوخ تاع البدوي شيخ حمادة. Il y a beaucoup. Et à Abel Abbas, on a une grande personnalité de rail, c'est Zarghi, qui est parmi les gens qui ont réussi à moderniser le rail. Avant, quelque temps avant Raina Rai, parce que la version sûre n'était pas mondialisée. Et après, il arrive la génération des 80, Cheb Mami, Raina Rai, qui ont réussi à rendre le rail mondialement connu. Et voilà, il est typiquement algérien le rail. Pourquoi? Parce que le rail, comme je le disais, c'est la chanson de la révolution algérienne. Et comme on connaît tous que dans le Maghreb, c'est l'Algérie qui a fait sa révolution avec honneur et avec gloire. Et le rail ne peut pas chanter par un autre qu'un Algérien. Et aussi, il est dans son origine, son évolution, il est tout, c'est-à-dire dans le tout, il est algérien. Pour le chanter d'abord لازم لك هذيك اللهجه تاعنا l'accent تاع الغرب الشابه اللي ما تلقاها في حتى ناس با. Donc il a été inscrit par l'UNESCO après un travail fabuleux qui a été fait par l'Algérie, par le ministère de la Culture, par aussi la société civile. Il a fait un travail extraordinaire à travers les réseaux sociaux, les ambassades dans le monde entier. Donc tout le monde a mis la main dans la pâte. كامل كيما رانا ساهمنا, c'était une véritable guerre. C'est une victoire. C'est une grande victoire. C'est une victoire qu'on ajoute, c'est-à-dire qu'on l'ajoute à celle de l'inscription de la tenue vestimentaire de l'Est algérien très récemment. Oui. C'est parmi les victoires. Parce que pourquoi on ressent cette sensation de victoire? Parce que c'est vrai, on vit dans une guerre culturelle dont l'Algérie fait l'objet, c'est-à-dire elle est cible. Mais nous, les Algériens, comme nos parents et nos grands-parents ont combattu, c'est-à-dire pour obtenir la liberté, nous aussi ne sommes et nous devons combattre pour sauvegarder ce patrimoine. Ce patrimoine parce que c'est philosophiquement, comme on dit, c'est-à-dire que تحدث حتى أراك parmi elles, c'est donnez-moi votre, c'est-à-dire votre habit, votre cuisine, je veux dire que vous êtes. C'est pratiquement ça, parce que un Algérien est connu par le barnos, par le couscous, par voilà. C'est par ces choses-là qu'on peut différencier un Algérien avec un Chinois, avec un Italien. C'est typiquement algérien. Et ce qui est important et ce qui est beau,
c'est que le ministère de la Culture continue ce travail acharné. Le combat continue. Oui, bien sûr. À travers les futures inscriptions, Inch'Allah, par exemple, le Goul. Oui. Monsieur Bridja, dommage, on n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes très intéressant, Masha'Allah. Alik, vous faites un travail excellent. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je voulais juste revenir à la chanson cette chanson qui a été diffusée pour la première fois à la chaîne 3 dans l'émission Contact avec le trio de choc Mohamed Ali Allalou que je salue, qui vit en ce moment en France, Smati et avec aussi L'Arosé que je salue aussi. C'est un trio qui a fait un travail aussi très très important pour la conservation de notre et pour la promotion aussi de notre patrimoine culturel, notamment dans le domaine de la chanson. صح الفنون راهي خارج من بلعباس. Oui, comme un Belabésien, je dois le dire parce que il y a tout un public qui est derrière moi. On salue tout le monde, oui, bien sûr. Mais quand même, Belabès, c'est la ville de l'art et de Rail. De Rail, on ressent cette... c'est-à-dire que les gens se vivent de Rail parce que il y a les premiers textes qui sont écrits dans la région de l'Ouest généralement, et surtout dans Sidi Bel Abbas. Et par exemple, la modernisation, le Raïna Raï, qui était parmi les premiers qui ont modernisé cette chanson, et à travers leur tournée dans le monde entier, que le rail est devenu mondialement connu. Et surtout, voilà, le rail, on dépasse cette limite géographique pour dire que le rail est algérien. Et algérien, pourquoi? Parce que nous avons tous c'est-à-dire le morceau dans la tarte, c'est-à-dire ce que le rail, c'est la tarte, et nous avons tous ce morceau. Mais c'est que, par exemple, le Melhoun, l'Algérie est tellement riche de patrimoine. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, M. Bridja. Merci d'être venu avec cette tenue extraordinaire qui représente aussi la région de Messaad. À Djelfa, Djellaba modernisé. Voilà, Djellaba modernisé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Yatek Saha pour tout ce que vous faites, pour toutes les recherches, pour toute la défense du patrimoine que vous faites. Amina, merci beaucoup. Yatek Saha. Alors, Amina, tu lui as posé la question. Est-ce que Sah al-Fenn Raï kharj min Bel Abbas? Là, le réalisateur te dit, c'est Raïna Raï qui va le confirmer dans la chanson, puisqu'on va terminer l'émission avec la chanson de Raïna Raï. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouvez la Diaboul Ma'arib de demain à partir